Est-ce que quelqu'un veut réagir au film? Je trouve qu'il y a une sorte d'idéalisation de la vie en Angleterre. D'autres réactions, s'il vous plaît. On perçoit la grande souffrance de ces gens qui migrent. Moi, j'ai envie de dire que cette crise, c'est un peu l'Europe qui a créé cette crise. Parce que c'est mécanique, en fait. Plus on ferme les voies légales pour pouvoir rentrer dans les pays européens, plus du coup on nourrit les passeurs, et plus du coup on expose les personnes à des dangers très importants pour essayer de franchir les déserts, les mers, etc. La campagne SOS Europe qui a été menée par Amnesty au niveau européen, en fait, c'est une campagne qui vise à interpeller les politiques sur justement la question des frontières et comment les États aujourd'hui ne respectent pas leurs engagements internationaux. Il y a quelques centaines de milliers de migrants qui sont aux portes de l'Europe. Alors le chiffre, dans l'absolu, il fait peur. Quelques centaines de milliers. Ça représente un peu moins de 0,1% de la population européenne. Que les chiffres, ils sont à relativiser parce que on s'aperçoit que sur la question des migrants, ça procède que par émotion. On a vu l'émotion de Titelan, mort, avec la photo qui ressemblait quasiment à une affiche publicitaire, photo malheureusement réelle, mais on voit bien comment d'un seul coup l'émotion s'enflamme, et puis, comme toujours, on est dans des pays où c'est la communication prime, la communication par l'image prime, et on passe d'une séquence émotion et d'une séquence émotion. Ce film, il montre bien, comme d'autres films d'ailleurs, sur la question de la migration, c'est que ce sont des gens qui sont exactement comme nous. Au départ, pour moi, ce qui me touche dans ces parcours, c'est la force. J'essaie de prendre les choses à l'envers. C'est pas la personne qui arrive, c'est pourquoi la personne part et pourquoi elle a la force de partir et pourquoi elle a la force de franchir tout ça. Un exemple, Mamadou, qui est un jeune qui est parti, qui avait une vie tout à fait normale, qui est papa militant politique du parti d'opposition officiel et qui papa est arrêté un jour, fini en prison, probablement mort, maman tombe malade, et une semaine après elle est morte probablement du virus Ebola. Et ce gamin qui a vécu une vie plutôt protégée se retrouve tout seul, rejeté par tout le monde, repoussé, personne ne lui serrait la main. Il se dit, il faut que je me parle. Et quand je l'ai rencontré dans Picardie, il m'a parlé pendant 6 heures. Il m'a raconté tout son parcours. Et moi, j'étais là en me disant comment on fait quand on a 17 ans, continuer à tenir avec une histoire pareille, vécue en 4 mois. C'est-à-dire qu'on passait d'une vie normale à l'enfer. Il a basculé dans l'enfer pendant 4 mois. Et puis il est ressorti, il a une vie ce qu'elle est aujourd'hui, de mineur isolé étranger. Si vous voulez réagir aux interventions qui ont été faites, c'est le moment. Qu'en pense justement cette organisation des droits de l'homme par rapport à ces milliers et des milliers de réfugiés palestiniens dispersés dans le monde entier et dont personne ne parle? Il y a un tabou énorme là-dessus, sur cette question-là, dès qu'il s'agit d'Israël. En sachant, comme vous le savez, ou en tout cas comme il faut le savoir, que les flux migratoires ils se passent surtout au Liban, en Turquie, c'est là où les pays accueillent d'abord les plus proches et où il y a des flux absolument ahurissants. Ces pays-là sont face à ces enjeux. Il y a une personne sur 5 qui est expulsée. Parmi les gens qui sont décidés d'expulser, il y a une personne sur 5 seulement. Alors ça, c'est un article du Figaro qui vient de sortir aujourd'hui, effectivement, et qui est extrêmement douteux, en fait, par rapport en fait, ils prennent l'ensemble des mesures d'éloignement pour revenir à des chiffres, et ça n'a pas changé, en fait, depuis ces 30 dernières années. Et l'émir qui est venu à Vallauris, c'est qu'il doit 1 million de dettes à la sécurité. Est-ce que dans votre raisonnement, vous allez calculer combien ça va coûter par Français au point de vue... Je ne parlais pas de la civile. Mais c'est pas possible de raisonner comme ça. Vous allez faire la même catastrophe qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque vous avez refusé, c'est-à-dire la France, d'une façon générale, ou l'Europe, qui a répatrié les Juifs, qui étaient déportés et gazés. Voilà, c'est ça, parce qu'ils ont calculé. Ça fait quelque temps que j'assiste à des débats et je vois des réactions. Combien ça va coûter? Combien de personnes vont accueillir? Les trucs économiques, l'autre réfugié, est-ce qu'il a le droit d'asile? Combien
combien ça coûte une fois qu'on le met dans des centres de rétention ou de tri. Ça va pas là. On est où là? Aujourd'hui, c'est vrai que, moi je trouve, en tout cas, on parle beaucoup des Syriens. Ensuite, il y a aussi beaucoup de peuples qui souffrent de la guerre, et dans les chiffres, on voit aussi un peu, excusez-moi, je parle de chiffres, mais dans les arrivées, il y a les Syriens qui sont extrêmement nombreux, mais il y a aussi des Irakiens, il y a aussi des Érythréens, il y a aussi des Soudanais, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur les Syriens, mais aussi pouvoir se dire, il y a les Syriens certes, mais pas que. Monsieur Cazeneuve, au mois de juin, a fait des déclarations par rapport au renforcement de l'accueil des demandeurs d'asile. Il a également dit que ça allait de pair avec le renforcement des dispositifs d'expulsion des personnes qui n'avaient pas vocation à rester sur le territoire national, que là il y a une législation qui est de plus en plus répressive par rapport aux personnes, une nouvelle loi qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale et qui permet en fait de développer des méthodes et des moyens de pression sur les personnes extrêmement coercitives. À terme, ils vont partir. Ils vont partir. Si les choses ne s'arrangent pas, ils vont partir. Et que je sache, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est quand même monsieur Bachar el-Assad et son père avant qui massacrent quand même depuis 30 ans sans vergogne le peuple syrien et ses différentes composantes. Alors j'entendais quand est-ce qu'on va arrêter de simplement faire ce genre de réunions, etc. Mais elles sont aussi utiles parce que dans un moment où tout va très vite, on a besoin quand même de se poser et puis de se demander ce qui nous arrive et puis d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et moi, si je me retourne sur les quelques semaines là, qui sont passées, mais en fait, ce mouvement historique qui dure depuis quelques années en réalité, ce mouvement depuis quelques années, là on en prend conscience, ça génère quand même des sentiments, en tout cas chez moi, extrêmement ambivalents. D'un côté, il faut bien reconnaître qu'on est heureux de voir cet élan quand même de solidarité qui est né. Alors il est peut-être né pour des raisons, on aurait sans doute préféré d'autres, qu'une photo ou que des images d'un journal télévisé, mais enfin quand même il existe. Nous on a vu au Lila, et je pense que dans toutes les villes, on a vu ça, des citoyens qu'on avait sollicités ou qu'on n'a même pas eu le temps de solliciter, venir nous voir et dire moi je veux accueillir, moi je veux donner des cours de français, moi je veux donner des vêtements, moi je veux donner de l'argent, moi je veux, etc. Et donc ça c'est le côté positif des sentiments qu'on voit. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est dur quand même, hein? Qu'est-ce que c'est dur comme période? Je ne fais pas différence non plus entre un réfugié politique ayant le statut de réfugié politique et un migrant économique. Et je ne fais pas différence entre un migrant économique en situation régulière ou un migrant économique en situation irrégulière, et j'irai même un peu plus loin. Je ne fais même pas différence entre ces gens-là et les gens qui ne sont pas migrants, qui vivent en France sur le territoire, et qui, je voudrais juste finir, je ne vais pas interrompu, je vais essayer de terminer, puis après, non, je vais juste essayer de terminer. Mais on entend, pour aller à l'encontre de ces gens-là, des arguments qui font mal, parce qu'en fait, pour moi, des arguments, il n'y en a qu'un qui vaut, c'est l'argument d'humanité. Et bien, avec les moyens qu'on a, on permet de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Effectivement, avec les outils de communication qu'on a, on a pris sur le site internet de la ville la possibilité pour chacun de s'inscrire et d'exprimer sa solidarité, de nous dire ce en quoi il voulait qu'elle se manifeste. Après, je crois qu'il faut... Enfin, moi, comme je travaille depuis 3 ans sur ces questions, j'y suis aussi sensible sur la question de l'aide au développement. Je pense qu'en tant que citoyen, on est souvent un peu déconnecté volontairement par l'actualité, d'ailleurs par les politiques aussi souvent, du monde, en dehors de la France, quoi. C'est-à-dire quelle politique mène souvent nos États, voire l'Europe dans le monde. On a eu un débat sur le Congo, là où on interrogeait le poids des multinationales. Je crois qu'on a aussi, en tant que citoyen, à essayer de s'informer le plus possible de l'impact de nos politiques dans le monde. Voilà. Et je me souviens d'ailleurs dans les débats présidentiels, la partie internationale, c'est souvent ce qui passe à la fin, dont on ne parle pas. L'autre aspect, c'est l'aide publique au développement qui est liée. Je lisais un article là que dans le prochain budget, apparemment, ça va encore diminuer. Et on sait quand même qu'avec le réchauffement climatique, avec le développement des guerres, etc., qui sont souvent liés d'ailleurs, Olivier, je me souviens, même sur la Syrie, tu parlais de ces questions sur les problèmes agricoles au nord de la Syrie. Je crois qu'il faut aussi que ça soit dans le budget de l'État, dans le budget des collectivités ou dans les différentes associations. C'est pas quelque chose qui doit toujours être à la traîne ou se dire quand il n'y a plus d'argent, quand il faut diminuer les budgets, on tape la culture et on tape l'aide au développement, mais je pense que ça fait partie des secteurs qui sont quasiment clés et très importants pour la France, dans notre rapport avec le monde, et on le voit, les effets boomerang, quand on néglige complètement
de regarder ce qui se passe en dehors d'un pays ou en dehors de l'Europe. Et je pense que l'effet boomerang est d'autant plus fort pour des pays qui regardent encore moins à l'extérieur. Mais voilà, je pense que c'est aussi ça le rôle de nos citoyens. Bon, nous on y contribue au travers de l'association, mais c'est un peu un appel à la vigilance quoi, au quotidien, dans l'accueil des réfugiés, dans les moyens qui sont donnés, mais aussi sur les autres aspects qui sont du moyen et du long terme. Merci Thibault.